A Sacramento Kings player was one of two people arrested after a mob formed in the Nickerson Gardens housing project in Watts. La NBA a toujours été bien plus qu'un simple sport. C'est une ligue fondée sur des histoires de survie, celles d'hommes partis de rien, issus de quartiers où porter un foulard de la mauvaise couleur ou se trouver dans le mauvais pâté de maison pouvait vous coûter la vie. And blood everywhere. I hope I don't lose too much blood to where I die. Certains s'en sont sortis sans encombre. D'autres ont emporté la rue avec eux jusqu'au parquet. Take my partners to jail. The niggas going to jail for long. Et quelques-uns n'ont en réalité jamais vraiment quitté ces rues. Ce sont des joueurs de la NBA qui étaient des membres haut placés de gangs, confirmés, d'autres fortement soupçonnés. Tous avec des histoires qui vont vous laisser bouche bée. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Javaris Crittenton. Nous commençons par le cas le plus extrême de l'histoire de la NBA. Pas de spéculation ici, pas de zone d'ombre. Cette histoire se termine par un meurtre. Javaris Crittenton était censé devenir une star. Il jouait aux côtés de Dwight Howard au lycée. Il s'était illustré à Georgia Tech. Il a été sélectionné en 19e position au premier tour de la draft NBA 2007 par les Lakers de Los Angeles. Il disposait de 2,6 millions de dollars garantis et avait le monde entier à ses pieds. Il a tout gâché. Peu après avoir signé avec les Lakers, Crittenton a rejoint le gang de rue de l'Ouest de Los Angeles, connu sous le nom de Mansfield Gangster Crips. Et c'est là que l'histoire prend rapidement une tournure sombre. Devant le tribunal, Crittenton a reconnu avoir rejoint un gang pour se protéger, a déclaré J. Gabriel Banks, procureur adjoint du comté de Fulton, en Géorgie, de la protection. Un joueur sélectionné au premier tour de la NBA, disposant de millions de dollars, avait besoin de la protection d'un gang. Laissez cette idée faire son chemin. Le 19 août 2011, Julian Jones, une mère de 4 enfants âgés de 22 ans, touchée à la jambe lors d'une fusillade depuis une voiture et est décédée pendant l'opération. Elle n'était pas la cible visée. La police d'Atlanta a indiqué que Crittenton tirait sur un homme qui l'avait volé quelques mois plus tôt. Une femme innocente. Crittenton et son cousin Douglas Gamble ont été officiellement inculpés le 2 avril 2013 de 12 chefs d'accusation liés à la mort de Jones, notamment de meurtre qualifié, d'agression aggravée avec une arme mortelle, de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime, de fausses déclarations, de tentatives de meurtre et de participation à des activités criminelles de gang de rue. 12 chefs d'accusation. Ce d'accusation était un document témoignant d'une autodestruction totale. Crittenton a admis devant le tribunal être membre d'un gang lors d'un plaidoyer de culpabilité prononcé en larmes, au cours duquel il a présenté ses excuses à la famille de Julian Jones. Paroles du procureur après le prononcé de la peine ont touché au plus profond. Banks a déclaré « Il a ruiné sa carrière, mais surtout, il a ruiné la vie de Julian Jones et de sa famille. Tout simplement un gâchis de talent. Il faut faire quelque chose pour répondre à la question de savoir pourquoi des sportifs professionnels rejoignent des gangs de rue pour se protéger. Après avoir plaidé coupable d'homicide involontaire en 2015, il a été condamné à 23 ans de prison, peine qui a ensuite été réduite à 10 ans effectifs. Il est sorti de prison le 21 avril 2023. Aujourd'hui, en 2026, l'ancien athlète est devenu entraîneur de basketball. Il entraîne Game Elite, une équipe qui fait partie du programme Adidas 3SSB destiné aux jeunes de 12 à 18 ans. Une seconde chance qu'il n'a pas donnée à Julian Jones. Steven Jackson. Si Crittenton incarne le pire des scénarios, Steven Jackson représente quant à lui tout autre chose. Un homme qui n'a jamais prétendu être autre chose que ce qu'il est. Il reste fidèle à lui-même sans complexe, haut et fort, et parfois de manière controversée. Jackson a admis à Michael Smith, d'ESPN, qu'il y avait une raison pour laquelle il portait un bandana rouge en dehors du terrain, qu'il est depuis longtemps associé au gang de rue des Bloods. Et son explication, donnée sans la moindre hésitation. Selon ses propres mots, je ne m'en prends à personne qui porte un foulard bleu, mais en même temps, c'est ce que je représente. C'est ce que je représente depuis que j'ai 9 ans. Tous mes potes du quartier, c'est juste un héritage. Mais je ne fais pas partie du gang. Par contre, 9 ans, ce n'est pas un choix, c'est mon enfance. Son demi-frère aîné a été battu à mort à 25 ans. Son père a été emprisonné pour vol et trafic de drogue. La rue n'était pas un choix pour Jackson. C'était le seul monde qu'il connaissait. Et contrairement à la plupart des joueurs qui prennent discrètement leur distance avec leur passé à mesure que leur salaire augmente, Jackson s'y est investi. La star, aujourd'hui âgée de 47 ans, a remporté un titre de champion avec les San Antonio Spurs en 2003 et a fait partie de plusieurs équipes mémorables au cours de ses 14 années de carrière. Mais l'argent et les bagues n'ont pas changé qui il était au plus profond de lui-même. Puis vint l'année 2022. À la suite du meurtre du rappeur PNB Rock, Jackson a fait une déclaration sur la culture des gangs qui a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Il a parlé ouvertement de son habitude de se présenter aux membres des gangs fois qu'il se rend dans une nouvelle ville. Une pratique qui témoigne du respect envers la hiérarchie locale des gangs. La polémique a été féroce.
violence. Ses détracteurs lui ont reproché de glorifier la culture des gangs. Ses défenseurs ont affirmé qu'il ne faisait que parler avec sincérité. Dans le podcast One on One with Mike D, l'ancienne star de la NBA Stephen Jackson a défendu sa position sur le fait de se présenter après les accusations au titre de la loi RICO portée contre Eugene Big U Henley, qui a attiré davantage l'attention sur cette pratique controversée. Jackson avait déjà indiqué qu'il aimait passer voir des personnes qu'il connaît lorsqu'il se rend dans une ville dont il n'est pas originaire. Jackson a déclaré « Mettons les choses au clair au sujet de cette histoire d'O-Block. Je donnerai $1 million à quiconque trouvera quelqu'un dans l'O-Block qui ait dit que j'étais passé le voir. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas remettre en cause son honnêteté. » Stephen Jackson fait partie de ces rares sportifs professionnels qui n'ont jamais prétendu que la rue ne les avait pas façonnés. Que cela soit admirable ou imprudent, à vous d'en juger. Zach Randolph. C'est là que les choses se compliquent, car dans le cas de Zach Randolph, il n'y a jamais eu d'aveu public, jamais de plaidoyer de culpabilité, jamais de comparution devant un tribunal. Il n'y a eu qu'une longue, très longue série d'incidents, de fréquentations suspectes et une ombre qui le suivait partout où il allait. Randolph serait membre des Gangster Disciples, un gang de rue fondé par Larry Hoover et David Barksdale en 1968. Ce gang a vu le jour à Chicago, mais comptait des membres dans la plupart des grandes villes des États-Unis, que Los Angeles, New York et Memphis. Pendant ses années à Portland, Randolph s'est entouré d'une bande connue sous le nom de Hoop Family, un groupe d'amis d'enfance qu'il avait fait venir avec lui dans le nord-ouest du Pacifique. Ce n'étaient pas simplement des potes qui regardaient les matchs au premier rang. Un membre de la Hoop Family, identifié par la police comme un affilié du gang des Crips, devait comparaître devant la justice dans le cadre de l'affaire du meurtre par balle d'un videur de boîte de nuit de Portland, survenu le jour de l'an 2011. En 2007, le club de basket de Portland a engagé un détective privé qui est revenu avec un dossier de 3 pouces sur ses activités et celle de la Hoop Family. Quelques mois plus tard, Portland a transféré Randolph aux Knicks. Un dossier de 3 pouces. Ce n'est pas une simple vérification des antécédents. C'est un dossier complet et un informateur de la police est allé plus loin, affirmant que Randolph, qui avait gagné $16 millions cette année-là, était un important fournisseur de marijuana à Indianapolis. Aucune poursuite n'a jamais été engagée, mais l'équipe de lutte contre les gangs de Portland a été tellement alarmée par ce qu'elle a vu dans un épisode de l'émission TV Crips de 2008 consacrée à la maison de Randolph qu'elle aurait conseillé à un journaliste de le regarder, en évoquant des détails troublants sur les personnes qui l'entouraient. Puis vint l'incident de 2017. Les choses ont dégénéré lorsque Randolph a retrouvé ses amis dans une cité de Los Angeles en août 2017. Ce qui avait commencé comme une innocente soirée arrosée s'est terminé par l'arrestation de ce double All-Star. Il se trouvait à Nickerson Gardens, un territoire connu pour être contrôlé par des gangs. Randolph a déclaré aux journalistes « Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais j'ai eu le sentiment d'avoir été arrêté à tort. Ce qui a été rapporté n'était pas vrai. » Pendant ses années de joueur, Randolph était largement connu dans toute la ligue pour ses liens avec la rue. Malgré cela, il n'a jamais laissé ses fréquentations entraver sa carrière sur le terrain, surtout lorsqu'il s'agissait de protéger son équipe et ses coéquipiers. Son talent était bien réel, son côté sombre l'était tout autant. Tony Allen. Et en parlant des Grizzlies, on ne peut pas raconter l'histoire de Zach Randolph sans évoquer celle de Tony Allen en parallèle. Car ce qui rend cette affaire particulièrement fascinante, c'est que la NBA elle-même était suffisamment préoccupée par les liens de ces deux joueurs pour qu'un directeur général en fasse part lors des négociations. Tony Allen est un ancien basketteur professionnel américain qui a joué pendant 14 saisons en NBA, principalement pour les Boston Celtics et les Memphis Grizzlies. Surnommé le Grindfather, il a été sélectionné à 6 reprises dans l'équipe défensive de la NBA, dont 3 fois en première équipe. Le meilleur arrière défensif de sa génération, mais aussi quelqu'un dont l'appartenance aux Gangster Disciples est avérée depuis l'âge de 14 ans à Chicago. En 2005, après avoir été drafté par les Celtics, Allen a été impliqué dans une bagarre à la sortie d'un restaurant qui a conduit à ce qu'une autre personne soit blessée par balle et à ce que le joueur de la NBA soit inculpé de coups et blessures aggravées, bien qu'il ait été déclaré non coupable en 2007. L'incident aurait impliqué des membres de gangs et les répercussions ne se sont pas arrêtées là. L'incident aurait impliqué des membres d'un gang qui auraient riposté en menaçant Allen avant que lui et ses coéquipiers de Boston ne jouent à Chicago au cours de la saison 2008-2009 lorsque les Celtics affrontèrent les Bulls au premier tour des playoffs. Des sources de la NBA ont indiqué que les Celtics et les Bulls avaient veillé à renforcer la sécurité près de leur banc lors du match 3 de cette série de playoffs du premier tour afin de protéger Allen. Une sécurité renforcée pendant les playoffs dans sa propre ville natale. Incroyable, non? Mais le moment le plus extraordinaire s'est produit quand Allen a signé à Memphis. Le directeur général Chris Wallace avait fait ses recherches de manière approfondie, comme Allen l'a raconté dans son podcast Out the Mud avec Randolph.
Randolph. Il est venu me voir et m'a dit « Hey Ta, j'adorerais t'avoir dans l'équipe, mec. J'ai adoré tout ce que tu as fait ici en finale, mec. Mais mon équipe de recherche s'est penchée sur ton cas. Et est-ce que ça va poser problème de jouer avec Zach Randolph vu que vous appartenez à deux clans différents ?» J'ai répondu « Quoi, mec, ça m'a complètement sidéré. Deux clans différents. Un dirigeant de la direction qui analyse les différences entre les clans pour négocier un contrat en NBA. On peut parler d'un moment surréaliste. Allen et Randolph sont depuis devenus des amis proches et animent un podcast intitulé Out the Mud. Deux anciens joueurs affiliés à des gangs, deux légendes des Grizzlies qui racontent désormais eux-mêmes leurs histoires. Personne n'avait écrit cette fin. DeMar DeRozan. Changeons maintenant un peu de perspective, car l'histoire qui suit ne concerne pas quelqu'un qui a choisi la vie de gang. Elle concerne quelqu'un qui est né dedans, qui a vu cette vie détruire les personnes qu'il aimait le plus et qui a réussi, d'une manière ou d'une autre, à utiliser le basket comme une échelle pour s'en sortir. DeMar DeRozan a été sélectionné 6 fois pour le All-Star Game de la NBA. C'est l'un des joueurs les plus respectés de sa génération. C'est aussi un homme qui a assisté à ses premiers funérailles à l'âge de 5 ans. À 5 ans, DeMar a assisté à ses premiers funérailles. Son oncle Kevin avait été abattu d'une balle en plein cœur par un membre du gang rival, les Bloods. DeMar se souvient de lui comme de l'un des plus grands Crips de Compton. La vie dans le quartier tournait autour d'une seule affiliation, les Poxet Hood Compton Crips. Là-bas, l'appartenance à un gang n'était pas un choix de vie. C'était une question de géographie, c'était une identité, c'était une question de survie. DeRozan l'a dit lui-même, c'est la première chose par laquelle on se sent accepté. C'était tout ce que je connaissais. Quand j'y repense aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Mais en grandissant, ça avait parfaitement du sens. C'est à la demande de sa mère qu'il a été protégé de toute implication dans un gang, un ordre que les membres des gangs locaux n'ont respecté que parce que son oncle était lui-même un crip haut placé. Prenez un instant pour réfléchir à cela. DeRozan a été protégé de la vie de gang précisément parce que son oncle occupait un rang suffisamment élevé pour lui garantir cette protection. À Compton, c'était les règles se sont enchaînées. Le soir du réveillon de 2009, alors qu'il était en terminale, DeMar attendait son meilleur ami chez lui. Mais avant même d'arriver, Davian Childs a été abattu lors d'une dispute liée à une partie de dés. Et pourtant, malgré tout cela, DeRozan a canalisé sa rage, son chagrin et sa peur dans le basket. DeRozan a déclaré « Je ne veux plus continuer à vivre comme ça, à retourner à Compton. J'avais tellement peur de continuer à mener cette vie que cela m'a poussé à donner tout ce que j'avais à chaque fois que j'allais jouer au basket. La peur comme carburant, c'est l'une des histoires de parcours les plus captivantes de l'histoire de la NBA. DeRozan n'est pas sorti indemne de la culture des gangs. Ce traumatisme transparaît dans toutes ses déclarations publiques, dans son engagement en faveur de la santé mentale, dans son insistance à retourner à Compton à chaque intersaison. Mais il s'en est sorti. Et c'est ce qui compte par-dessus tout. Paul Pierce. Parlons du geste de la main, le plus coûteux de l'histoire de la NBA. Un instant, un mouvement des doigts, et soudain, Paul Pierce, légende des Celtics, membre du Hall of Fame, futur champion, se retrouve au cœur d'un débat national sur la culture des gangs. C'était lors des playoffs de 2008, lors du match 3 contre les Atlanta Hawks. La Ligue a infligé une amende à Pierce pour avoir fait un geste de la main en direction d'Al Horford d'Atlanta. Il avait levé la main droite, formé un O avec son pouce et son index, et tendu les 3 autres doigts. La NBA l'a vu, a réagi immédiatement et a infligé à Pierce une amende de 25 000 $ pour ce qu'elle a officiellement qualifié de geste menaçant. Pierce a déclaré dans un communiqué « Je ne cautionne en aucun cas, à 100%, la violence des gangs, que ce soit qui s'en rapproche. Je suis désolé si cela a été mal interprété de cette manière lors du match de samedi. » Il a refusé d'en dire davantage. Ce silence n'a fait qu'attiser les rumeurs. Les experts en gang n'ont pas cru à cette explication innocente. George Lee, professeur associé à l'UCLA et expert en gang qui conseille le shérif du comté de Los Angeles, a confirmé qu'il s'agissait du signe classique des Piru Bloods après avoir consulté d'anciens membres de gang. Pierce est originaire d'Inglewood, fief des Piru Bloods. Quand on grandissait à Inglewood dans les années 1980 et 1990, plongé dans la culture des gangs, qu'on le veuille ou non, la direction des Celtics a tenté de limiter les dégâts. Danny Ainge, directeur sportif des Celtics, a déclaré que les 3 doigts représentaient le sang, la sueur et les larmes. Pierce fait ce geste avant chaque match, a précisé Ainge, ajoutant que l'amende ferait l'objet d'un recours à l'issue de la saison. Le commissaire de la NBA, David Stern, a déclaré à propos de l'amende « Je sais que c'était un geste unique. Vous pouvez vérifier ce geste et voir à quoi il est généralement comparé. Nos responsables ont pris leur décision. » Et puis il y a l'agression au couteau subie par Pierce en 2000, qui reste l'une des quasi-tragédies les plus choquantes de l'histoire de la NBA. Au cours de sa 2e année dans la Ligue, Pierce a été poignardé à plusieurs reprises dans une boîte de nuit de Boston. Il a failli y laisser sa vie. Cet incident a alimenté les spéculations sur son passé, bien que Pierce l'ait toujours décrit comme une altercation fortuite. Le fait qu'il soit revenu
venu jouer dès cette même saison témoigne soit d'une volonté de faire, soit de toute autre chose. À vous de juger. 25 000 $ et une carrière digne du Hall of Fame. C'est bien pratique qu'il n'ait jamais expliqué exactement ce que ce geste signifiait, n'est-ce pas? Caron Butler. S'il y a une histoire de rédemption dans cette liste, un revirement authentique, documenté et miraculeux, c'est bien celle de Caron Butler. Car contrairement à certains joueurs dont les liens avec les gangs relèvent de la spéculation ou de preuves circonstancielles, Butler a couché son histoire sur papier pour que le monde entier puisse la lire, littéralement. Avant que Butler n'ait eu l'occasion de faire ses preuves sur le terrain, il a passé son temps à essayer de s'imposer dans la rue, en tant que membre de gang et dealer de drogue dans sa ville natale de Racine, dans le Wisconsin. Il a vu des amis se faire abattre lors des guerres de rue sanglantes près de chez lui, arrêté près de 15 fois et s'est retrouvé derrière les barreaux et en isolement cellulaire avant même d'avoir fêté ses 15 ans. 15 fois. Arrêté 15 fois avant même d'avoir 15 ans. Il a commencé à vendre de la drogue à l'âge de 12 ans, à partir d'un petit chariot rouge, selon les récits publiés. L'ATF a mené une opération d'infiltration dans son lycée et a trouvé une arme à feu dans son casier alors qu'il était en première année. Ce n'était pas un gamin qui jouait avec le feu, plongé jusqu'au cou dans ce milieu. Puis vint le centre de détention pour mineurs. Et dans ce centre, il y avait un ballon de basket. Ce ballon a complètement changé le cours de sa vie. 5 ans après avoir vendu de la drogue dans les rues de Racine, dans le Wisconsin, Butler était sur le point de devenir multimillionnaire. Comme l'annonçait David Stern, les Miami Heat ont sélectionné l'ailier des Connecticut Huskies, Caron Butler, avec le 10e choix global de la draft NBA 2002. Le revirement opéré par Butler n'était pas superficiel, tal. Il a transposé tout cela dans un livre, Tough Juice, et dans un message dont la portée dépassait largement le basketball. Dwyane Wade a écrit « Caron est un modèle incroyable, quelqu'un qui a eu des démêlés avec la justice quand il était jeune, puis qui a redressé sa vie et est devenu un exemple brillant pour les autres. » En 2019, le maire de Racine, Cory Mason, a officiellement annoncé que la 21e rue de la ville avait été rebaptisée Caron Butler Drive. La rue où il avait l'habitude de traîner porte désormais son nom. Si ce n'est pas là la plus parfaite histoire qui boucle la boucle dans toute cette vidéo, alors rien ne l'est. L'histoire de Butler a également croisé directement le moment le plus sombre de Javaris Crittenton, la prise d'otage avec une arme à feu dans les vestiaires des Washington Wizards en décembre 2009. Butler, appuyant sur toutes les leçons que la rue lui avait enseignées, était celui qui a réussi à calmer Crittenton. Il savait exactement quel mot employer, qu'il était passé par là. Ce sens de la rue, cette même chose qui avait failli détruire sa vie, a fini par sauver celle d'un autre. Derrick Rose. Et notre dernière histoire est celle qui ramène tout à Chicago, la ville qui, plus que tout autre, est au cœur de cette discussion. Aucune ville des États-Unis n'a produit autant de joueurs de la NBA issus de gangs, et aucun joueur n'a porté le poids de cette ville de manière plus publique que Derrick Rose. En juin 2009, une photographie a fait surface sur Internet. Cette photo, sans date, montre Rose, qui a grandi dans l'un des quartiers les plus violents et les plus gangrenés par les gangs de Chicago, assis, les mains levées et les doigts courbés formant le signe des fourches de la Gangster Disciples Nation. Rose était la recrue de l'année. C'était le fils prodige de Chicago. La ville n'avait pas autant adoré un basketteur depuis Michael Jordan lui-même. Et soudain, cette photo est partout. Et tout le monde se pose la même question. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Par l'intermédiaire des Chicago Bulls, Rose a publié un communiqué officiel. Récemment, une photo a circulé sur Internet qui semble me montrer en train de faire un signe de gang. Cette photo a été prise lors d'une fête à laquelle j'ai assisté à Memphis alors que j'y faisais mes études. Et c'était une blague. Une mauvaise blague, je l'admets aujourd'hui. Je tiens à affirmer avec force, aujourd'hui et pour toujours, que Derrick Rose est contre les gangs, contre la drogue et contre la violence. Je ne suis pas et n'ai jamais été affilié à aucun gang et je ne saurais trop dénoncer la violence des gangs et ce qu'ils représentent. J'age. En posant pour cette photo, péché par ma jeunesse, ma naïveté, très mauvais jugement. Je présente mes excuses sincères à tous mes fans pour cette erreur. Les médias ont largement accepté cette explication, mais ceux qui ont grandi à Englewood n'étaient pas surpris que cette photo existe. Qu'ils veuillent l'admettre ou non, Rose est un modèle pour les jeunes, en particulier ceux de son ancien quartier d'Englewood. Dans ce quartier, les gangsters disciples n'étaient donc pas un concept lointain. Ils faisaient partie intégrante du quotidien. Au-delà de la photo, d'autres éléments sont mis en avant. En 2012, le rappeur de Chicago Lil Jojo, affilié aux Gangster Disciples, a été tué lors d'une fusillade. Rose aurait pris en charge les frais funéraires. Il a également proposé de payer les funérailles d'un enfant de 6 mois tué lors d'une fusillade dans le South Side de Chicago. J'ai
généreux? Absolument. Mais dans certains recoins d'Internet, ces gestes ont été interprétés comme toute autre chose. L'engagement communautaire de Rose a toujours été constant et sincère. En 2018, il a créé le programme Rose Scholars afin de financer les études supérieures des jeunes de Chicago. Il n'a jamais cessé de redonner à sa communauté. Quelle qu'ait été sa relation avec la rue, celle qu'il entretient avec sa ville est faite d'amour et de responsabilité. C'est Chicago qui a élevé Derrick Rose. Et depuis, Derrick Rose s'efforce de rendre l'appareil à Chicago. Que vous considériez cette photo comme une mauvaise blague ou comme quelque chose de plus, c'est à vous d'interpréter cette partie de l'histoire. Des aveux de Crittenton au tribunal à la franchise sans complexe de Stephen Jackson, de la longue ombre de Zach Randolph à la survie de DeMar DeRozan à Compton. Toutes ces histoires nous rappellent à quel point la frontière peut être ténue entre la NBA et les rues qui l'ont façonnée. Quelle de ces histoires vous a le plus choqué? Part de vos impressions dans la section commentaires et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Oops Rivals pour ne pas manquer les prochaines.